One, le tam-tam du continent. B-News One, le tam-tam du continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur B-News 1. C'est la première de votre programme Obama Time. Et ce jour, nous parlerons de la liberté de la presse. Le 3 mai de chaque année, le monde entier célèbre la liberté de la presse. La thématique retenue cette année, c'est l'information, un bien public. Et ces jours, on va au-delà de cette thématique et on interroge la corrélation entre l'information et le patriotisme. Y a-t-il un ménage envisageable entre le patriotisme et l'information? Le journalisme et le patriotisme sont-ils envisageables ensemble ou peuvent-ils faire bon ménage? Ce sera la principale thématique du jour sur le plateau de Obama Time. Ce soir, mesdames, messieurs, on fera quand même un tour sur la thématique qui a été retenue pour cette célébration, bien sûr, l'information, un bien public. On aura en début d'émission le portrait de celui qui a été la voix du 13h pendant des années, Pascal Mbéa Abba, qui nous a quittés hier, journaliste émérite, présentateur donc du 13h à la radio publique nationale. Et puis, on aura également, si cela est possible à la régie, le portrait de celui qui a été le fondateur, l'un des fondateurs de Jeune Afrique, Béchi Ben Yamel, qui nous allons quitter ce jour. On aura son portrait au cours de ce programme. Ils seront 4 avec nous. Certains sont en route, ils ne sont pas encore là. Mais lui, est ponctuel. Albert Patrick Eya, diplômé de la prestigieuse école Lestic. Il a été pendant des années le premier rédacteur en chef de Canal 2 et International. Il travaille toujours pour Afrique Média et il est fonctionnaire au ministère de l'Industrie et des Mines et Développement technologique. C'est une voix que vous connaissez, une plume qui est très prolixe et surtout un aîné dans la profession. Albert Patrick, bonsoir. Bonsoir Ernest, bonsoir aux millions, j'allais dire aux milliards de téléspectateurs de B-News. Et surtout merci pour l'honneur que B-News me fait d'être sur ce plateau de prestige qu'est Obama Time. Alors, on est heureux de vous avoir sur le plateau, Albert Patrick Eya. Vous êtes un témoin de l'audiovisuel public au Cameroun. Vous étiez au départ de Canal 2 International, première chaîne en termes de création de télévision privée au Cameroun. Les souvenirs doivent être vivaces dans votre esprit. Tout à fait, c'est l'histoire d'une vie, l'histoire d'une profession. Un jeune journaliste fraîchement sorti de l'ESTIC, comme vous l'avez si bien présenté. Alors, je me retrouve là, dans une situation très embarrassante. Il faut trouver le travail. La CRTV n'est pas ouverte à tout le monde, surtout pas à ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle chez nous la godasse. Nous sommes donc appelés à aller du côté de la FM 94 où on est accueillis par un grand frère, un aîné dans la profession, qui nous donne quand même la possibilité de nous exprimer. C'est ainsi qu'on est là comme collaborateur extérieur. Et puis un jour, un monsieur que vous connaissez bien, Ernest, Serge Alain Zébou, oui. Pendant que je caméraman à l'époque à CRTV Centre. Voilà, il est à CRTV Centre, il est aussi en freelance de ce côté-là. C'est lui qu'un jour, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Et puis, il vient à la rédaction, à la FM 94. Il dit qu'il est à la recherche d'un journaliste parce qu'à l'époque, il travaillait avec les caméras VHS. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont là aujourd'hui. Donc, avec sa VHS, il faisait le tour de la ville, il filmait des événements. Et le soir, il cherchait un journaliste pour mettre tout ça en musique et mettre la voix envoyée à Douala
Parce que Canal 2 à l'époque, on regardait à Douala, mais pas à Yaoundé. Donc c'est comme ça qu'on entre en contact. On commence cette petite collaboration. J'envoie des papiers à Douala. Apparemment, ça n'a pas déplu au patron de Canal 2, M. Chatuet, à qui je rends déjà un hommage, parce qu'il faut se dire que si Canal 2 n'avait pas existé, peut-être qu'on n'aurait pas connu Patrick Keya que je suis aujourd'hui. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, finalement j'abandonne la FM 94, je commence à travailler avec Serge-Alain Zébou, on marche à pied, il n'y a pas de moyens de locomotion, on est dans les quartiers pour les faits divers, donc c'est comme ça que pendant 10 ans, nous avons cravaché dur pour que la chaîne Canal 2 soit ce que les gens regardent aujourd'hui, peut-être ils ne savent pas d'où tout cela est parti. C'était dans des conditions extrêmement difficiles. On s'est donné parce qu'on avait la passion, on voulait montrer et démontrer qu'on avait quelque chose dans le ventre, dans les tripes. Et je pense que l'expérience n'a pas été si mauvaise que ça. On a laissé derrière nous une chaîne qui aujourd'hui, je pense, porte quelque part notre petite griffe, quelque part dans un coin du mur. Cela va de soi, là. Il y a l'empreinte de Patrick Keya à Canal 2 International. Est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui, Patrick, d'être parti? Quand vous regardez la maison aujourd'hui, vous pensez que vous auriez pu faire mieux? On aurait pu faire mieux parce que je pars de Canal 2 dans des conditions un peu douloureuses, parce que je n'ai pas compris ce qui s'est réellement passé. Toujours est-il que c'est arrivé. Je peux le dire aujourd'hui parce que dans la lettre de licenciement qui m'a été adressée à Douala, il est écrit que j'ai été l'auteur d'un reportage subversif où le départ du chef de l'État était demandé. Il se trouve que je fais un reportage avec quelqu'un qui s'est présenté à l'époque comme un opposant, qui donne une conférence de presse au cours de laquelle il fait vraiment une critique acerbe vis-à-vis du régime en place, du président de la République. Et je fais cette couverture qui est filmée par un freelance, Thierry Onde, que vous devez connaître d'ailleurs très bien. Thierry Onde qui m'amène donc ces images et puis je fais mon texte. Mais le principe de travail à Canal 2 à l'époque voulait que le matin, les événements qui ont été filmés la veille sont montés le lendemain. En boîte quoi? C'est au frigo. C'est au frigo et lorsque vous finissez votre conférence de rédaction, vous repartez sur le terrain, les monteurs restent s'occuper du boulot. Un autre monteur, Hubert Moutier, qui s'occupe donc de cet élément-là, choisit les extraits les plus chauds. Et c'était pas à tort, parce qu'on sait qu'à l'époque, Canal 2, c'était un peu, n'est-ce pas... À l'époque, c'est pas le cas aujourd'hui? Bon, c'est plus trop le cas, parce qu'entre-temps, beaucoup d'eau semble avoir coulé sous les ponts de ce côté-là. Toujours est-il que la petite histoire, c'est que ce papier est censuré. Le soir, il n'est pas diffusé sur les antennes de Canal 2. Mais le responsable de Canal 2 de l'époque, dont je ne vais pas citer le nom ici par pudeur, prend cet élément-là, le fait enregistrer dans une clé, dans un CD, oui, qu'il prend le soin d'envoyer à M. Chatuet à Douala. Et M. Chatuet revient à Yaoundé avec cet élément dans sa voiture. Il se balade dans toute la ville, il montre à tout le monde qu'il y a un opposant, il veut faire tomber Canal 2. Et la personne qui me met à la puce à l'oreille s'appelle Pauline Billon. Je suis en reportage au Hilton. Elle m'appelle bruyamment, Patrick, qu'est-ce qui se passe avec ton patron? Je saute. Elle me dit non, ton patron est très fâché. Elle est la première personne à me parler de licenciement. Elle me dit ton patron est prêt à te licencier parce qu'il se balade avec une vidéo, un reportage que tu as fait, où il présente à tout le monde que tu es un opposant. Ça n'a pas duré, et puis le fameux match des Lions arrive. Il y a des problèmes au stade et tout. Dizogo, qui est mon compagnon de malheur, arrive en retard à une conférence de rédaction. Il trouve qu'un caméraman de Canal 2 était allé faire les images d'Élie Doua. Quelques journaux avaient même écrit sur le sujet le lendemain, le jour et autres, le jeune homme qui a trouvé la mort malheureusement. Je me souviens avoir justement fait ce reportage. C'est donc cette affaire qui met un peu le feu aux poudres. Puisque le lendemain, quand on revient à la rédaction, on trouve que c'est le pied de guerre, que M. Chatuet a appelé, il a demandé que personne n'entre dans sa télé. Que vraiment, tout ce qui est journaliste, caméraman, monteur, ainsi de suite, que personne n'entre dans sa télé. Et pendant qu'on vadrouille un peu à l'extérieur, une autre nouvelle arrive, il dit, le lendemain,
tout le monde devait se retrouver à Douala. C'est comme ça qu'on se retrouve à Douala. Là-bas aussi, on trouve qu'il y a une réunion de crise, comme si on avait bombardé je ne sais quelle ville du Cameroun. À peine arrivé donc, M. Chatu a pris la parole, très énervé. Il dit, voilà, il n'a pas ouvert une chaîne qui est une télé de 1000 collines, et ainsi de suite, qu'il a reçu des menaces. Et puis, finalement, il décide de se séparer de deux personnes, Guy Zogo et Patrick Eya. Dès qu'il a prononcé mon nom, tout le monde s'est retourné et on l'a regardé, mais on ne savait pas qu'il était aussi concerné par cette affaire. La suite, c'est qu'on nous sert ce licenciement-là. Et j'ai pris la parole, j'ai dit à M. Chatu merci, parce que n'eût été sa chaîne, je ne pense pas que j'aurais existé journalistiquement parlant, comme je le fais aujourd'hui, et que moi je n'avais pas le temps à perdre, il fallait que je cherche du boulot. Je suis sorti au portail, j'ai appelé le patron d'Afrique Média, qui voulait déjà me prendre depuis, mais qui hésitait parce que il disait que M. Chatu allait dire à tout le monde qu'il lui prend ses meilleurs journalistes. Donc, dès que je suis arrivé au portail, je l'ai appelé. Il m'a dit justement, retrouve-moi en Dogbon. Je l'ai retrouvé en Dogbon. Il a dit, voilà, j'ai lancé ma chaîne Afrique Média, va organiser les choses à Yaoundé. Et puis, voilà un peu l'histoire. Est-ce que Canal 2 a essayé de vous rappeler depuis votre départ? Il y a eu des tentatives, mais moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je crois avoir tout donné à cette chaîne. Je n'avais pas de vie. J'étais le journaliste à Yaoundé qui faisait 5-6 papiers par jour. Il y a des fois, je rentrais chez moi, c'est comme si j'étais passé sous un train. Alors, lorsqu'il a essayé d'envoyer certaines personnes venir me voir, j'ai posé des conditions qui étaient prohibitives parce que je savais qu'il ne pouvait pas accéder à cela. C'est en fait parce que je ne voulais pas y retourner. D'accord, c'est compris. Et c'est d'ailleurs au sortir de là que je décide d'entrer dans la fonction publique à travers le recrutement de 25 000 jeunes. Vous y êtes toujours? À la fonction publique. J'y suis toujours et je suis à la cellule de communication du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Alors, je prends toujours votre exemple à mes collègues, je peux faire terme collègue, pas collaborateur, parce que je sais que Patrick Eya, en une journée, faisait 5 papiers. Et quand on était sur le terrain, quand nous étions là à attendre la fin de la cérémonie, Patrick était en train d'écrire son papier dans son calepin. C'était une très belle expérience. Ce que je retiens, c'est vos remerciements, M. Chatu. C'est toujours bien d'être reconnaissant. Je le lui ai dit, et chaque fois qu'on se rencontre, je n'hésite pas à lui dire merci et tout le respect. Vous parlez aujourd'hui tranquillement? On se parle. L'élection présidentielle qui suivait mon licenciement, on s'est rencontrés à Douala, où j'étais dans la suite de la campagne du président de la République. On s'est vu à la maison du parti RDPC de Douala. Il m'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Il m'a demandé plus de 5 fois, ça va. Je lui ai dit, mais PDG, ça va très bien. Ça va très bien. Et jusqu'aujourd'hui, partout où on se rencontre, vraiment, c'est une belle histoire. C'est très amical. Merci beaucoup à Albert Patrick et Eya. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste diplômé de l'ESTIC, membre de l'association des journalistes patriotes du Cameroun. C'est d'ailleurs à ce titre qu'on a pensé qu'il était judicieux que vous soyez avec nous ce soir. On accueille notre deuxième invité. C'est Armand Okol. Il était avec nous déjà hier. Lui également, il est diplômé de l'ESTIC. Il a un tout petit peu mis en suspens la pratique pour donner ses services au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Mais Armand Okol suit de près l'actualité journalistique au Cameroun. Merci et bonsoir d'être avec nous. Très beau, belle casquette et une belle cravate aussi. Voilà, merci. Heureusement qu'il n'y a aucun risque qu'on me soupçonne avec vous. Vous savez que les compliments entre mâles sont souvent très mal perçus au sein de l'opinion. Merci, M. Obama, de me recevoir 2 fois consécutivement. Je pense que vous allez donner des instructions pour que je passe au service commercial à la fin de cette émission pour toucher mes perdièmes de consultants. Vous touchez ou alors c'est vous qui devez payer quelque chose? M. Obama, si vous voulez, on peut faire ce débat. Parce qu'au Cameroun, effectivement, les promoteurs de médias estiment qu'ils rendent service aux invités, pourtant sous d'autres cieux. C'est des invités qui doivent recevoir quelques commodités
ils ne sont pas payés. Et ça, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure. C'est un plaisir d'être là. Je voudrais faire ma déférence aux aînés qui sont sur le plateau. Vous savez, j'ai la prétention d'être respectueux de ceux qui ont pratiqué ce métier avec art, avec talent, qui ont un parcours, qui ont une expérience, qui ont des faits d'âme. Et sur ce plateau, effectivement, j'en vois. Je suis très respectueux pour eux. Tout à l'heure, dans le véhicule, quand je venais ici, ou si vous voulez, quand je partais de l'Estique, où il y avait une conférence, où on parlait effectivement de journalisme, j'étais avec un que vous allez présenter certainement tout à l'heure, qui me rappelait une anecdote parce que c'est mon enseignant. Il me racontait encore l'anecdote pendant que nous étions étudiants et qu'il m'avait commis un jour à faire un reportage qui devait être publié dans le cadre du journal Mural. Je lui laisse le soin tout à l'heure de vous la raconter parce que c'est une histoire croustillante, non pas parce que elle est chatoyante à mon endroit, mais parce que ça peut susciter des passions, ça peut aider ceux qui ne comprennent pas toujours la nécessité qu'il y a à exercer ce métier avec passion. Chaque fois qu'il me sera donné l'occasion de parler du journalisme, eh bien, je viendrai, bien que j'ai pris une mise en disponibilité parce que je ne voulais pas tricher. J'ai jamais compris cette façon de faire qui veut qu'on soit partisan, qu'on soit politique, c'est-à-dire qu'on est partisan et décider dans le même temps d'exercer le métier de journalisme où il faut assurer une certaine neutralité. C'est vrai, me direz-vous que c'est un concept philosophique qui peut engendrer, pourquoi pas des thèses. On est un peu dans la thématique déjà, patriotisme et journalisme. Alors là, je vous assure que nos deux derniers invités, ce sont des monuments de notre métier, même si aujourd'hui j'ai lu monsieur Antoine-Marie Ngonon qui estime qu'en France, un sondage a classé notre métier à la 39e position, juste avant la prostitution. Mais nous, on est heureux de les avoir sur le plateau. D'abord, monsieur Xavier Messier, il a été l'un des premiers Africains à travailler comme journaliste chez nos confrères de RFI. Il a dirigé le plus grand quotidien camerounais Mutation pendant des années. Aujourd'hui, il enseigne le journalisme aux jeunes Camerounais de Yaoundé et de Douala. Il est également à la tête d'un projet éditorial. Xavier Messier, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Agnès Obama. Je salue également ceux qui m'ont précédé sur ce plateau. Je vous remercie de m'avoir invité parce que c'est pas fréquent quand on vous invite à une mission comme celle-ci, à une journée comme celle-ci également. Je voulais parler de la journée de la liberté de la presse. C'est un honneur que vous me faites. Parce qu'il y a des invitations à tout moment, mais lorsqu'on invite un professionnel de médias à un moment aussi important, ça veut dire que on le prend au sérieux, ça c'est vrai, mais ça veut dire également qu'il peut avoir un message à passer susceptible d'être retenu, et vraiment je suis très heureux. Merci d'être avec nous sur le plateau ce soir. Il est sa voix, c'est une voix qui compte au Cameroun, et une voix qu'on a régulièrement suivie sur les antennes de la radio publique camerounaise et même la télévision publique camerounaise. Il est depuis peu le directeur délégué de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel. C'est l'une des branches de la CRTV qui forme les journalistes. Il y a d'ailleurs beaucoup de fleurons de cette école ici même à BNews 1. François-Marc Modjom est journaliste, il est écrivain, il est enseignant de journalisme. Je vous assure que moi, chaque fois que j'écoute ces éditoriaux, ces chroniques à la radio publique camerounaise, je prends mon téléphone pour l'appeler, tellement c'est pertinent, tellement c'est bien fait, c'est bien écrit, qu'on a envie de lui dire, cher René, vous nous faites du bien quand on vous écoute parce que c'est tellement bien fait. Je ne sais pas si Patrick écoute Micro Majeur. Moi, j'ai du plaisir à écouter Micro Majeur à la CRTV avant le journal de 13h, avant le journal de 17h. Et quand c'est François-Marc, je ne dis pas que les autres ne font pas bien, mais lui, j'ai du plaisir à l'écouter. Docteur François-Marc, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Ernest, vous me faites rougir. Heureusement, je suis à côté d'un aîné que j'admire et je pèse bien mes mots. Xavier Messier, c'est l'un des modèles que j'ai eu dans ce métier. À le lire, j'étais encore tout jeune, j'étais au lycée Leclerc. Je jouais à être rédacteur en chef du journal du lycée Leclerc et c'était vraiment mon modèle.
ou en tout cas l'un de mes modèles avec malheureusement celui qui est parti aujourd'hui, même Béchir Ben Yamed. Je suis très heureux, très honoré d'être là. Je ne sais pas si je mérite autant d'éloges, mais nous faisons un métier qui a des règles que nous avons appris sur les bancs de l'école, mais surtout que nous avons appris à l'ombre des aînés, comme Xavier Messé et quelques autres. Et donc, pour moi, c'est un bonheur d'être avec vous. Alors, vous êtes auteur d'une thèse de doctorat sur le silence du président et même d'un livre. Est-ce que vous pouvez nous aider à interpréter aujourd'hui le silence du chef de l'État sur la longue attente du remaniement ministériel? Parce que c'est devenu chaque vendredi, tout s'arrête à Yaoundé, les cœurs battent la chamade, chacun attend le 17h, le titre le plus attendu d'important texte du chef de l'État et il n'arrive pas. Est-ce qu'on peut bénéficier de votre expertise pour expliquer cette longue attente? Alors, d'abord, je n'ai pas commis une thèse ou un ouvrage sur les silences du président. C'est un titre, c'est une accroche. Ouais. J'ai commis une thèse de doctorat, PhD, sur la communication politique, les sciences de l'information et de la communication, plus précisément dans le champ de la communication politique et plus précisément encore dans le champ de la communication présidentielle parce que c'est ma spécialité. Depuis plus d'un quart de siècle, je travaille sur la communication présidentielle, sur les discours de Paul Biya et de quelques autres acteurs politiques, dont des chefs d'État du Cameroun, de France, d'Amérique. Je m'y intéresse depuis plus d'un quart de siècle. Mon premier mémoire de spécialisation en journalisme politique date de 1993. Ça fait donc 28 ans. 28 ans. Donc, vous savez, j'insiste là-dessus parce que, évidemment, on lit on réduit souvent... Non, ils réduisent mes travaux au discours du président qui n'a été que l'un des objets de recherche dans le cadre de ma thèse de doctorat. Donc maintenant, les silences, lui seul peut les interpréter parce que le silence a beau être parlant, ces silences à lui, il n'y a que lui qui peut y donner sens. Parce que précisément, comme il n'y a pas un calendrier qui fasse obligation au chef de l'État de publier, de sortir un gouvernement après une semaine ou 2 semaines, ou un mois ou 2 ou 3 ans. Alors on attend. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Vous voulez interpréter les silences du président? Non, absolument pas. Évidemment, je ne vais pas m'autoriser l'outrepridence d'aller contre l'avis du docteur François-Marc Modiom. Mais vous savez, probablement des formations professionnelles. Je parle là de la deuxième activité que je pratique déjà, celle qui est politique. Moi, je mets ça sous le compte de l'immobilisme. Je veux bien croire, et puis il a dit tout à l'heure, je parle de cette attente du gouvernement dont vous avez fait allusion quand vous l'avez interrogé. S'il y a un sujet sur lequel nous sommes d'accord, c'est très court, je parlerai en moins d'1 minute. C'est un sujet pour lequel nous sommes d'accord, c'est que le président jouit du pouvoir discrétionnaire. Donc, il a le libre arbitre d'utiliser les manettes, de remanier vous aussi, quand il veut. Vous attendez le remaniement? Non, aussi? Je n'attends pas le remaniement. Sauf que, et vous l'avez très bien dit, c'était une question de journaliste. Vous avez bien vu que cette attente sclérose quelque peu l'activité gouvernementale. Aujourd'hui, quand vous allez dans certains ministères, vous avez comme l'impression que l'activité est au ralenti. Et ne l'oublions pas, il y a quand même 2 membres du gouvernement qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Il y a quand même eu 2 élections qui se sont déroulées sous d'autres cieux. C'est au moins des éléments qui justifient qu'il y ait tout au moins, peut-être pas un remaniement ministériel de grande envergure, mais au moins une réorganisation du gouvernement. Surtout qu'il y a des rendez-vous également qui ont été manqués. Ne l'oubliez pas. Moi, je ne considère pas qu'un président de la République puisse mentir. Mais rappelez-vous, la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra le jour dit. Où est le lien avec le remaniement? Le lien, justement, c'est que au quartier, on sait mieux le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais quand une équipe perd, on la change. Quand l'activité est au ralenti, quand l'activité est en berne, quand des membres du gouvernement sont décédés, quand il y a eu des échéances comme celle-là, la moindre des choses, tout au moins pour rassurer même cette équipe du gouvernement et pour rassurer les populations, on procède au moins à une réorganisation du gouvernement. Il me semble avoir suivi quelque part que le temps du président n'est pas
Le temps de... Je l'ai dit, il joue du journaliste. pouvoir discrétionnaire, c'est Ok. un fait. Je rappelle qu'en fin d'émission, on va recevoir Janice Kamba qui nous fera le point sur la situation de Fumbo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la prison de Fumbo ce soir? Vous le saurez en fin d'émission. Mais si vous le permettez, allons rendre ensemble un hommage à un illustre aîné qui nous a quittés ce jour, comme par hasard. Béchir Ben Yamed, l'un des fondateurs de Jeune Afrique, nous a quittés ce jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Portrait. Dans un édito mis à jour le 23 mars 2020, Béchir Ben Yamed, parlant du coronavirus, dit, je cite, « Il se transmettrait facilement d'une personne à une autre et de ce fait contraint tous les Chinois, femmes, hommes et enfants à porter un masque sur la bouche et le nez pour atténuer le risque de contamination. Le délai d'incubation est de l'ordre de 2 semaines, ce qui oblige à placer des villes, voire des régions entières, en quarantaine et à traiter leurs habitants en pestiférés. » Alors qu'il le disait, le promoteur du magazine panafricain Jeune Afrique était loin de penser à une visite mortelle du virus. La nouvelle de sa mort parcourt la galaxie médiatique depuis ce 3 mai, coïncidence malheureuse pour un jour consacré à la liberté de la presse. Il y a 60 ans, alors que la majeure partie de l'Afrique accède à l'indépendance, Béchir Ben Yamed crée en Tunisie un hebdomadaire. Nous sommes le 17 octobre 1960 précisément. Jeune Afrique, comme il le nomme, va prendre une part active dans tous les combats qui ont depuis rythmé l'histoire du continent, contre les partis uniques et pour la démocratisation dans les années 70-80, pour l'indépendance économique dans les années 90-2000 et pour l'inclusion de l'Afrique dans la mondialisation dans les années 2000-2020. Il se donne d'accompagner le mouvement d'émancipation des peuples qui, à l'orée des années 60, accèdent à l'indépendance. Il y a quelques années, le groupe qu'il a créé a célébré ses 60 ans d'existence. Véritable école de journalisme où sont passés France Fanon, Kateb Yassine. Jeune Afrique a marqué des générations, son influence lui a même valu d'être qualifié de 55e État d'Afrique. Né à Djerba le 2 avril 1928 dans une Tunisie sous protectorat français, Béchir Ben Yamed, fondateur et patron historique de Jeune Afrique, est décédé ce jour à l'hôpital parisien Lariboisière des suites d'une contamination au Covid-19. Merci à Audrey Pomme pour ce portrait. Audrey Pomme qui est donc, comme je le disais, un fleuron de ce qu'on appelait à l'époque le CFPA. Et aujourd'hui, on parle d'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel. Et on a le directeur sur le plateau. Je pense que le directeur doit être fier de ces produits qui ont trouvé, du moins qui brillent des mille feux. Xavier Messier, vous l'avez connu, le patron de Jeune Afrique qui nous a quittés ce jour. Oui, oui. Vous faites d'ailleurs un rectificatif. Au départ, c'était Afrique Bon, Action. ce n'est pas un rectificatif très important, tout simplement parce que lorsqu'il crée son journal, il était ministre de l'Information en Tunisie, très très proche de Bourguiba, le premier président tunisien. Après l'indépendance. Voilà, il crée un journal qu'il appelle Afrique Action. Alors, à ce moment-là, il y a des saisies en Afrique, un peu partout. L'Algérie à côté, qui est révolutionnaire, le pouvoir français, tout ça. Bon. Béchir est tellement indisposé qu'il ne pense pas pouvoir évoluer normalement en Tunisie. Alors il déménage. Il s'installe à Rome. Il s'installe à Rome, c'est là où il crée, donc il transforme Afrique Action en Jeune Afrique. Et il y a 2 personnages qui ont porté Jeune Afrique dans des bouts de bras. Il y a Béchir Ben Yamed, le fondateur, éditorialiste. Et il y a surtout Aldo da Silva, dont on ne parle pas beaucoup. Mais Aldo da Silva est italien. C'est un maquettiste vraiment de renom qui a fabriqué, n'est-ce pas, le visuel de Jeune Afrique de ses mains. Et un journal francophone évoluerait difficilement en Italie. Et Béchir Ben Yamed, après 1 an, 2 ans, maximum 2 ans,
il décide de venir s'installer à Paris. Et en s'installant à Paris, Jeune Afrique, enfin Afrique Action devient donc Jeune Afrique. Et c'est là où il a fait toute sa vie professionnelle, boulevard des Ternes à Paris. Et après, il est allé à la Porte d'Auteuil, non loin, à quelques mètres de l'ambassade du Cameroun, où il est resté jusqu'à ce qu'il disparaisse aujourd'hui. Et puis, voilà, ça fait très mal, très mal. Parce que vous l'avez connu? C'est quelqu'un que j'ai connu. C'est quelqu'un qui a une histoire pour moi, si vous voulez. Je vais dire que si je peux me dire journaliste aujourd'hui, je peux dire que Béchir Ben Ahmed y est pour beaucoup aussi. Parce que vous savez, pour entrer au centre de formation de journalistes de Paris, c'est-à-dire au CFJ, il ne fallait pas seulement passer le concours. Mais il fallait, la pièce la plus importante, c'est le certificat de parrainage. C'est-à-dire qu'il faut qu'un organe de presse, que ce soit une agence, un journal, une radio, une télévision, s'engage. Que vous allez passer 20% en première année de travail là-bas, sur le terrain, 80% deuxième et troisième année de là-bas, et ensuite, au cas où vous sortez de l'école et que vous n'avez pas de travail, il faut qu'il s'engage à vous recruter. Raison pour laquelle le CFJ n'a pas de journalistes qui chôment, ça n'existe pas. Parce que lorsque vous êtes au CFJ, vous allez passer les 20% de première année dans un organe de presse. Si vous êtes compétent, vous y créez un besoin. Vous créez un besoin là-bas, de sorte que en deuxième année, vous êtes déjà employé. En troisième année, c'est fini. C'est une chose qui est faite. Alors, Béchir Ben Ahmed, lorsque je sollicite par écrit une petite lettre tremblante de parrainage, il ne me reçoit pas, mais il envoie, il écoute ma lettre à Jean-Louis Gouraud, qui est directeur de la rédaction, et il dit, bon, il faut... Alors Jean-Louis Gouraud me reçoit, et il me dit, bon, ben écoute, c'est décidé, on vous prend. On vous prend. Et du coup, je n'en revenais pas. On vous prend, ça veut dire quoi? Non seulement j'ai un salaire à l'époque, avec ma petite aide scolaire, ben j'ai un salaire que Jeune Afrique m'accorde et qui me permet de vivre de manière tout à fait à l'aise. En franc français? Oui, en franc français, j'étais à l'aise. Donc, et ça, c'est Béchir Ben Ahmed. Donc, entre-temps, l'occasion m'a été donnée régulièrement de voir Béchir Ben Ahmed qui vient aux conférences de rédaction. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il parle presque pas. Lorsqu'il vient à la conférence de rédaction, ce qui est rare, il s'assoit au fond de la salle. Il laisse le rédacteur en chef faire son travail. Et de temps en temps, il demande la parole de manière humble. Il demande la parole si le rédacteur en chef peut lui permettre de dire un mot. Et il dit ce qu'il a à dire. Bon, c'est vrai, c'est une instruction. Quand il dit ce qu'il a à dire, c'est pratiquement une instruction. J'ai remarqué aussi une autre chose de Béchir Ben Ahmed. À la rédaction de Jeune Afrique Avenue des Terres, vous voyez, il y a un jardin. Et de l'autre côté du jardin, il y a un jet d'eau. Et lui, il a son bureau au rez-de-chaussée avec des portes complètement vitrées. Et moi, la chance que j'ai, c'est que mon bureau est au premier étage. Et j'ai un regard qui plonge sur son bureau. Ça veut dire que tous ces mouvements, je regarde. Tous ces mouvements, je regarde. Il se lève, je vois. Parce que sa porte, il a des vitres. Il se lève, je vois. Il prend les journaux, je regarde. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un d'aussi austère. Béchir Ben Ahmed était un homme austère, austère avec lui-même, austère avec le travail. Je vous raconte un peu. Béchir Ben Ahmed habite la rue de Bac, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent la ville de Paris, c'est dans le 7e arrondissement, et le journal est dans le 17e arrondissement. Donc il faut traverser les champs, enfin, la place de l'Étoile, pour Trocadéro, place de l'Étoile, pour venir à Béchir. Alors Béchir vient à pied. Il parcourt les 5-6 km là, à pied en été. Il vient à pied. Il a une petite voiture, une Ritmo, une Fiat italienne. Et il vient à pied. Il arrive à 9h. Il est assis. On lui apporte son chariot de journaux. Il lit l'anglais, le français, l'allemand, parce que sa femme était d'origine allemande. Il lit l'allemand, il lit l'arabe. Et le chariot est rempli de journaux. C'est-à-dire, entre 9h et 11h, Béchir ne fait que lire les journaux. Il lit les journaux. Et quand il a fini de lire les journaux à partir de midi,
je surveille ses mouvements, il reçoit les parapheurs. Il lit les parapheurs, il donne des instructions, il donne des instructions, il donne des instructions. Et à partir de 13h, 14h, il commence l'administration. Et vers les coups de 15h, il se remet là pour savoir les articles qui sont arrivés, qu'est-ce qu'il donne des instructions, est-ce que vous pensez que, je vous raconte une toute petite histoire, si vous avez une minute. Allez-y. Le journal Washington Post écrit un article. Pas un article, un filet. Un filet. Vous savez ce que c'est qu'un filet? Il publie un filet pour dire que Mobutu, Hassan II, Houphouët-Boigny sont des agents de la CIA. Vous rendez compte, un filet pour un journal américain, ça ne lui dit absolument rien. Un Américain recruté, un nègre président, agent de la CIA, c'est rien. Mais Béchir lit tout ça avec son feutre, son stylo vert. Il encercle cet article-là, qui est un filet de 3 lignes. Il découpe, il prend une feuille blanche, il agrafe cette page, ce filet, et il met un point d'interrogation. SD, Siradou Diallo, vous avez vu ça? Ce qui est un filet dans le Washington Post, nous allons engager des enquêtes, ça devient la une de Jeune Afrique. De Jeune Afrique. Vous voyez, la recherche de l'information était pour Béchir Ben Yammed quelque chose d'extraordinaire. Il lit tout, que ce soit en arabe, il cote en arabe. Les gens comme celui qui a gagné le prix Goncourt, Malouf, Amin Malouf, et c'est lui qui lui lit tous les articles en arabe, qui traduit tout au moins. Vous avez donc des gens comme ça en anglais, les Denis Krinen, de tout ça. Donc Béchir, c'était un travailleur total. Et puis, Béchir était ascétique, il ne mangeait pas. Presque pas. Il vient le matin, il rentre le soir, il ne mange pas. Il reçoit une fois par an, il invite tous les collaborateurs de Jeune Afrique, les correspondants, un peu partout, les bureaux régionaux. Il réserve un hôtel et c'est une occasion pour lui de communiquer avec ses collaborateurs. C'est à ce moment-là que vous allez le voir de table en table, prendre quelque chose et manger. Il dit non, il ne mange pas. On retient que vous gardez des très bons souvenirs de ben oui, c'est quelqu'un, vous savez, la mort de Béchir Ben Yammed, on nous l'a annoncé, c'est Charles Onanaki en Europe qui m'a fait un SMS. J'étais à l'amphi Hervé Bourges pour assister à cette conférence qui a été organisée par les journalistes politiques. Et je vous assure que lorsque mon téléphone a vibré, j'ai regardé le message, j'ai sursauté. J'ai dit, c'est pas possible. Alors immédiatement, j'ai demandé à mon voisin qui m'a donné un petit bout de papier. J'ai fait un petit mot au professeur Laurent Chalbo-Massala pour lui annoncer le deuil, mais je l'ai fait avec beaucoup de fébrilité. En ce moment de fake news, je me suis dit pour autant que ce ne soit pas un fake news, ou alors que ce soit un fake news. Mais heureusement, ce n'était pas un fake news, puisque à côté de ce message de Charles Onana, Omer Badi m'a écrit pour me confirmer que Béchir Ben Yammed est effectivement décédé. D'accord. Voilà, je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps. C'est pas grave, c'est important. Docteur François Marc, je voulais également dire un mot sur le... Oui, juste un très modeste témoignage. J'ai rencontré avec beaucoup de bonheur Béchir Ben Yammed à quelques occasions, tantôt étudiant, lorsque nous arrivons pour la toute première fois en France, étudiant. J'avais quelques amis, dont le regretté Roger Mwendou. J'avais une obsession, je voulais aller à Jeune Afrique. Et je voulais voir Béchir Ben Yammed. Et je suis arrivé, j'ai eu quelques démêlés avec les gardiens à la porte, mais j'ai pu entrer. Je leur ai dit, je veux voir Béchir Ben Yammed. Et pendant qu'on discutait, bon, on se chamaillait. Bon, vous savez, on était jeunes, on était impétueux. Il y avait un petit monsieur, pas très loin de là, qui observait avec une sorte de sourire en coin. Et puis quand on a fini, je dis, bah, enfin, vous n'allez pas m'empêcher de voir Béchir Ben Yammed. Et puis le monsieur m'interpelle, me dit, monsieur, s'il vous plaît, vous voulez voir Béchir Ben Yammed? Je dis, oui, pourquoi? Je lui dis, bon, écoutez, on le lit dans Jeune Afrique, je voudrais le voir. Et puis il me dit, me voici. Vous voyez, ça c'était la toute première rencontre. Quelques temps après, on était à l'école de journalisme de Lille, il est venu.
bon, en visiteur. On nous a dit Béchir Ben Yamed est là. Il était dans le bureau d'André Mouche, qui était directeur de l'école de journalisme de Lille à l'époque. Nous avons forcé la porte encore, Roger Mouindou et moi. On est allé le voir, on lui a dit, bon, on se connaît, on s'est vu il n'y a pas très longtemps à Paris. Ah oui, je m'en souviens évidemment, j'imagine bien qu'il ne s'en souvenait pas, mais il nous l'a dit avec beaucoup de courtoisie. La toute dernière fois, c'était au sommet France-Afrique. Nous étions à Cannes avec le chef de l'État. Et puis, bon, j'ai su par une de nos aînés, je crois Marie-Roger Biloa, que Béchir Ben Yamed était pas très loin. On a essayé également, on est allé le rencontrer. Effectivement, j'avais été frappé par une sorte de sobriété du personnage qui disait jamais un mot plus haut qu'un autre, qui écoutait beaucoup et qui, de ce fait, même valorisait votre prise de parole à ses côtés. Il vous donnait l'impression que vous étiez la personne la plus importante du monde à ce moment-là pour lui. Donc j'ai effectivement, et puis je termine par la confidence, une fausse confidence en fait. L'un des modèles que je me suis donné, c'était ce que je crois. Alors un texte d'une simplicité, d'une transparence étonnante. Il avait tellement de choses en possession en tant que vieux professionnel de ce métier, vieux praticien de cette belle langue française. Mais dans ce que je crois, vous trouviez rarement quelconque fioriture. Ça m'a frappé. Effectivement, c'est à tout cela que j'ai pensé lorsque j'ai appris son décès. Merci beaucoup. Voilà les témoignages sur Béchir Ben Yamed. On va peut-être suivre à la fin de l'émission le portrait également de Pascal Mbeyaba, votre ancien collègue. Ancien collaborateur même, il était mon chef de service politique quand j'étais rédacteur en chef. Voilà, vers la fin de l'émission, puisqu'il faut bien qu'on entre dans le vif du sujet qui nous interpelle ce soir. Si ça vous convient, à certains peuvent dire un mot sur la thématique qui a été retenue, le bien, l'information en bien public. Mais je pense qu'on a surabondamment évoqué le sujet sur nos antennes et notamment aujourd'hui également à l'ESTIC. J'ai fait un tour et je suis reparti rapidement. On s'intéresse aujourd'hui à la cohabitation entre les concepts de journalisme et le patriotisme. Journalisme et patriotisme peuvent-ils faire bon ménage? Font-ils un bon ménage? C'est la thématique qu'on a retenue pour ce jour parce que régulièrement, on le voit, les journalistes sont accusés d'être anti-patriotes ou alors certains d'un patriotisme qui est parfois exacerbé. On va d'abord écouter Xavier Messier que j'ai lu ce matin chez nos confrères, le journal Le Jour, qui a réexpliqué les concepts et qui a donné son avis sur ces deux concepts-là. Le journalisme et le patriotisme, donc, peuvent-ils faire bon ménage selon vous? J'avoue que j'ai été très surpris lorsque j'ai suivi ces deux concepts-là, patriotisme et journalisme. J'ai été surpris de savoir que cela puisse même être inscrit dans des préoccupations quotidiennes des gens. Parce que lorsqu'on inscrit même ces deux concepts, ça veut dire qu'à quelque part, il y a des Camerounais, puisque nous sommes au Cameroun, il y a des Camerounais qui peuvent être journalistes et anti-patriotes. C'est quelque chose qui ne... J'arrive même pas à intégrer ça dans mon mental. J'arrive pas. Parce que, voyez-vous, j'ai suivi il y a quelques jours, lorsque des confrères qui ont un mouvement qu'on appelle REPAC, réseau de patrons de presse, déclenchent une action pour remettre au ministère de la Communication un mémorandum, d'abord, pas un mémorandum, d'abord, marcher de manière symbolique de l'hôtel de ville au ministère de la Communication et ensuite, quand ils arrivent, remettre un mémorandum au ministère de la Communication. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons qu'on fasse de notre profession et de nos membres? C'était ça en résumé. Et du coup, au moment où une demande, je ne sais pas si c'est une demande ou une lettre d'annonce, d'information est déposée à la sous-préfecture de Yaoundé pour annoncer une marche qui devait faire de l'hôtel de ville au ministère de la Communication, à peu près 200 mètres maximum. Dans les heures qui suivaient, je lis des communiqués dans les réseaux sociaux, les communicateurs patriotes, par opposition, ceux qui veulent marcher sont des anti-patriotes. Vous vous rendez compte? Je suis dans un environnement où je ne peux pas accepter que
constamment, le politique élabore des concepts qui ne sont acceptables nulle part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous contestez quelque chose, un journaliste doit contester par essence, mais à condition qu'il ait des raisons, des informations. Mais que celui qui mène une action de revendication, ou qui veut marcher, ou qui veut revendiquer, et du coup il est affublé de mots d'antipatriote. Mais je voudrais que les médias aident, n'est-ce pas, le politique et la population à ne pas accepter que ce genre de concept véhicule dans le public. Je vous assure, j'ai été très loin dans mon papier de ce matin, auquel vous faites allusion. J'ai fait également un zooming hier. La CRTV m'a fait l'honneur dans scène de presse de faire un zooming où je reviens dans ce genre de comportement. Regardez les Camerounais qui manifestent à l'étranger, qui sont dans la diaspora, qui manifestent. Vous allez remarquer que tous ces gens qui manifestent ont un symbole le plus important du pays, qui est le drapeau. Ils sont toujours enveloppés d'un drapeau, quels que soient les actes qu'ils posent. Donc, ce sont les patriotes alors? Attendez, je ne dis pas ça. Je dis que ces gens qui manifestent ont toujours le symbole le plus important de la République, c'est le drapeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut contester une gouvernance. On peut poser des actes maladroits. Un antipatriote est celui qui déteste son pays. C'est celui qui déteste sa patrie. C'est celui qui estime qu'un antipatriote est un apatride du coup. On ne peut donc pas dire que parce que je pose un acte qui rentre peut-être dans ma conception idéologique, qui ne cadre pas avec le vôtre, et immédiatement on me taxe d'antipatriote. Vous savez, c'est pour cela, je m'excuse d'être aussi long, j'ai dit que le patriotisme c'est quoi? Vous pensez qu'un gestionnaire de fonds publics, de la fortune publique, qui distrait l'argent public à des fins auxquelles cet argent n'a pas été destiné, est un patriote? Vous pensez que quelqu'un à qui on demande de faire un travail pour la population et qui ne fait pas être un patriote? Vous pensez que parce que le chef de l'État a signé un décret pour vous conférer des missions avec compétence ou non, ce décret vous confère le patriotisme? Rien. Mais je vais dire que le patriotisme c'est quoi? Ernest Obama, vous êtes là. On vous demande de faire votre travail de journalisme. Au terme de cette émission, qu'on retienne quelque chose qui instruise. Et ça, vous le faites. François-Marc Mozomé est enseignant. Il sort des promotions qui sont compétentes de son établissement. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme ne se résume pas à l'exhibition d'un décret qui vous a signé et qui vous confère aussitôt la notion de je suis patriote, et que celui qui n'a pas la même idéologie que vous est antipatriote. Voilà l'idée qu'on véhicule et à laquelle je suis systématiquement opposé. Et je pense que ce n'est pas normal. Et les journalistes, nous avons le droit, la mission de rétablir ce genre de déviances qui ne sont pas normales. Patrick Eya, vous êtes membre d'une association des journalistes patriotes. Ah, je ne savais pas qu'il faisait partie de cette cooptation. Hein? Je vous laisse. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à militer dans cette association-là? Et aujourd'hui, est-ce que les comportements, les actes, les écrits, les paroles de certains dans les médias, certains professionnels ne font pas de cela des antipatriotes, à travers les actes qui sont posés, à travers des papiers qui sont faits, parfois qui semblent fustiger la République? Je vais d'abord dire, Ernest, que le grand frère Xavier, quand il parle de ces deux mots, de ces deux concepts, nous amène tellement loin qu'on ne comprend plus ce qu'il veut exactement dire. Journalisme et patriotisme, moi je pense que les deux concepts doivent faire bon ménage. Tout à l'heure, il a dit cooptation. Ça veut dire qu'il y a déjà quand même, il pense que quelqu'un qui dit qu'il fait partie d'une association de journalistes patriotes a été coopté. Coopté par qui? Si cooptation il y a, c'est cooptation pour la patrie. Là, j'accepte. Pour revenir sur le cas du REPAC, le REPAC est une association. Ceux qui ont pris le contre-pied du REPAC constituent également une association. Ce n'est pas parce qu'on a dit
directeur de publication patriote ou quelque chose, qu'on va penser tout de suite que c'est des gens qui s'opposent absolument à ce que le REPAC a voulu faire. Non, ils ont aussi leur opinion à donner. Il faut qu'on accepte aussi leur opinion, comme on a accepté celle du REPAC. Je n'ai rien contre l'action que le REPAC a voulu mener. Elle est même salutaire pour la corporation. Mais je dis tout simplement, quand on regarde les agissements, les paroles, les écrits, que ce soit dans les chaînes de télévision, dans les journaux, sur Internet, surtout sur Internet, des choses que les gens disent sur leur pays. Mais écoutez, on ne va pas se cacher, on ne va pas faire l'autruche et reconnaître qu'il y en a, on se pose des questions par moment. Ce sont des choses pas fondées qui... Ce sont peut-être des choses fondées, mais qui sont exagérément ou surabondamment, n'est-ce pas, aggravées pour présenter un tableau sombre. Totalement sombre, même le mot est léger, totalement ténébreux d'un pays. Il y a des gens qui, surtout encore, lorsqu'ils réussissent par on ne sait quelle alchimie à sortir du Cameroun, dès qu'ils se retrouvent à l'étranger, tout ce qui se passe ici est noir. C'est comme si les gens ne vivent pas ici. Mais moi, j'ai souvent eu à leur dire une chose. On peut être un grand journaliste, on peut être tout ce qu'on veut, mais tout ce que nous avons en commun, c'est cette patrie. Et nous devons prendre conscience du fait que ce que nous écrivons, ce que nous disons, pour peut-être certains pensent que c'est une affaire de régime politique qu'on critique, ça c'est normal pour ceux qui sont dans la politique comme Armand, lui il a choisi, il a pris son étiquette, il est sorti du journalisme. Ceux qui prennent la casquette de journaliste pour faire du militantisme, c'est-à-dire ils combattent leur propre pays en arborant cette carapace de journaliste qu'on ne reconnaît plus tout de suite. Et lorsqu'on va l'arrêter, ou bien lorsqu'il aura des démêlés, on va dire qu'on a arrêté un journaliste. À ce moment-là, c'est difficile de faire le choix entre le journaliste et le militant. Qui a commis la faute? C'est à ce niveau que moi je pense personnellement que si le Cameroun venait à brûler, puisque nous parlons du Cameroun qui est notre patrie, même le journalisme là, nous ne pourrons plus l'exercer. Ça ne s'exerce pas ex nihilo. On exerce le journaliste dans un cadre, c'est dans un pays. Mais est-ce que le patriotisme, quand on est un journaliste prétendument patriote, est-ce que le patriotisme ne prend pas un dessus sur les règles de notre métier, le journalisme, à savoir la neutralité, l'objectivité? Si on est patriote et qu'on a en face de soi un acte qui peut avoir des conséquences peut-être négatives ou néfastes sur votre patriotisme, entre parenthèses, vous faites quoi? Aucun acte posé par un journaliste patriote ne peut être néfaste à son pays ni à son métier. Parce que là, on est dans la responsabilité. Ouais. Un journaliste responsable peut faire un papier où il critique en se basant sur des faits. Par exemple, nous vivons tous la situation de la corruption au Cameroun. Si vous faites votre papier et que vous démontrez par des faits que la corruption est un fait réel, personne ne peut le nier au Cameroun aujourd'hui, mais si vous allez dans des commentaires qui sont non fondés, où vous dites tout simplement des choses parce que vous savez que quand vous dites un certain nombre de choses, d'une certaine manière, on pense que vous êtes un grand journaliste. Et beaucoup ont pensé que le bon journaliste, c'est celui-là qui fait la critique, pour la critique. Lorsque vous venez dire que non, écoutez, les choses ne sont pas exactement comme vous le dites, on dit qu'on vous a coopté, qu'on vous a acheté, qu'on vous a payé. Et la preuve en est que lorsqu'on parle de journaliste patriote, le grand frère a parlé de cooptation. D'accord, c'est compris. Tout de suite. Et c'est comme ça dans l'imagerie populaire. Alors, il y a docteur François-Marc Modjom, j'ai quand même l'impression, c'est mon humble avis, vous allez nous édifier sur la question, que les deux concepts, parfois, on a l'impression qu'ils s'affrontent. Les fondements même du journalisme appellent une certaine objectivité, une certaine neutralité, et le patriotisme me semble parfois un petit peu dogmatique, c'est-à-dire que
il est difficile de défendre sa patrie en restant notre objectif. Est-ce que là, n'intervient pas un autre concept qu'on pourrait convoquer, la ligne éditoriale? Les patriotes et les antipatriotes, on les classe peut-être en fonction du média dans lequel ils travaillent? Non, c'est un faux problème, Ernest. Allez-y. C'est de la pure escroquerie, en fait. Parce que le patriotisme, c'est quoi? J'aime mon pays, mais je peux ne pas être d'accord avec les dirigeants à l'instant. Le métier de journaliste a des règles qui sont des règles connues. Savoir écrire, on sait comment faire un chapeau, comment faire un filet, un entrefilet, un éditorial, un commentaire. Ça, c'est des règles qui sont des règles techniques. Maintenant, vous êtes dans un organe qui a des règles éditoriales, une ligne éditoriale. Vous savez que dans cet organe-ci, voilà les positions que je devrais éviter d'afficher pour ne pas heurter la politique, la ligne politique de mon journal. Dès que vous savez cela, le reste devient secondaire. Je crois que Patrick fait un peu dans la caricature. C'est-à-dire que patriote, on aime le Cameroun. Anti-patriote, si on critique, on aime... Alors, je suis tout à fait d'accord avec Xavier Messé. Ah si, je dis bien qu'on caricature. Je dis, Xavier Messé nous dit, nous avons un métier qui a des règles. Le patriotisme intervient de manière tout à fait subsidiaire, tout à fait secondaire. Est-ce que vous savez écrire un papier pour la radio, pour la télévision? C'est sur cela qu'on vous juge. Maintenant, évidemment, vous avez des brigands sur la toile qui publient des choses. Sont-ils des journalistes? J'en doute. Mais je ne pense pas qu'on puisse prendre cela comme exemple pour dire que voilà des gens qui n'aiment pas le Cameroun, voilà des gens... Ceux qui font ce genre de choses ne sont pas des journalistes. On devrait être d'accord là-dessus. Et donc, si on est d'accord que ce métier a des règles, il faut respecter les règles de notre métier et savoir à quoi s'en tenir quand on est dans des situations professionnelles. Est-ce qu'à la CRTV, pour prendre le cas que je connais le mieux, est-ce qu'on est plus patriote que d'autres? On sert le Cameroun dans un environnement éditorial de radio et de télévision de service public. Nous faisons notre travail. On n'est pas toujours d'accord avec tous les, disons, les managers publics, parce qu'il arrive aussi assez régulièrement que nous ne soyons pas d'accord. Je prends juste un petit exemple. Lorsque les Lions sont rentrés, les Lions indomptables, sont rentrés de leur campagne caverneuse du Brésil, bon, nous avons été à une conférence de presse avec un ministre des Sports qui nous a dit, bon, écoutez, la ligne officielle, c'est qu'on soutient les Lions. On ne les attaque pas, on les soutient, on les encourage. Et nous lui avons dit, monsieur le ministre, nous sommes désolés, on ne peut pas soutenir des gens qui ont sali le drapeau du Cameroun avec les impôts des Camerounais. On lui a dit cela et puis j'ai pris à l'époque, je ne m'en prévaux pas, hein, mais j'ai pris la responsabilité dans un commentaire de la rédaction de dire que le capitanat des Lions indomptables notamment, avec Eto'o Fils, était mauvais et qu'il fallait qu'on songe à s'en débarrasser. Bon, je ne prétends pas que cela ait eu de l'effet de manière automatique, mais quand même j'ai été soulagé que 2 ou 3 mois après, on soit débarrassé d'Eto'o Fils, qui est certes l'un des tout meilleurs joueurs qu'on ait eu sur ce continent et même sur la planète, mais qui, en tant que capitaine, ne nous a pas rendu que de bons services. Alors, il y a des situations dans lesquelles on se sent interpellé en tant que Camerounais. Est-ce du journalisme patriotique? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut éviter l'amalgame et pour moi, c'est un peu de l'escroquerie, hein, la notion de journalisme et de patriotisme. Parce qu'Armand n'a pas parlé, c'est rapidement. Parce que... Ce que François Marc vient de dire, il n'y a plus de commentaires là-dessus. Un bon journaliste, quelle que soit sa ligne éditoriale, il y a des règles. On n'a pas besoin dans votre pays de vous dire que voici des sujets sensibles qui risquent de mettre du feu dans votre pays. Et si vous connaissez le droit de la presse, vous connaissez la composition sociologique de votre pays, vous vous abstenez de traiter un certain nombre de sujets de telle ou telle manière, même si c'est des scoops, parce que vous connaissez votre pays. On n'a pas besoin d'être un patriote ou alors se réclamer de patriote pour éviter ça. Il faut seulement connaître son métier. D'accord, c'est connaître son métier, c'est tout. Je reviendrai à vous parce qu'il y a des situations quand même, un pays qui est en guerre et une presse qui semble plutôt soutenir. C'est des situations exceptionnelles et dans ce cas précisément, aucun journaliste normal
Et je sais de quoi je parle. J'ai eu le privilège d'aller faire un séminaire de 3 mois aux États-Unis. Après la première guerre du Golfe, les journalistes américains étaient tout honteux. Ils disaient, mais on a été roulé. Le embedded journalism. Le professeur Tchadé Yone, maintenant de regretter mémoire, il a beaucoup travaillé là-dessus. Lorsque vous êtes dans cette situation, vous vous embarquez d'abord pour soutenir et défendre le pays. Et puis le reste, après, on voit, on fait des séminaires, on évalue. Mais ça, c'est autre chose. D'accord. Finalement, on est d'accord au moins. Vous n'allez pas la parole tout à l'heure, Patrick. Mais d'abord, Armand Okol. Certaines rédactions aujourd'hui sont taxées d'antipatriotes parce que régulièrement, ces rédactions-là se contentent simplement de montrer ce qui n'est pas bien dans notre pays. On ne va pas les citer, mais je pense que chacun semble voir quelles sont ces rédactions. Est-ce que dans ces rédactions-là, le patriotisme n'existe quasiment pas? On ne fait pas allusion au patriotisme dans ces rédactions-là? J'ai eu peur tout à l'heure. Je me suis dit, comme j'ai pris une petite mise en disponibilité du journalisme, on a concentré le débat aux journalistes. Vous avez la parole maintenant. On a reclus le politique, que suis-je? Non. Journalisme et patriotisme, je ne sais pas comment on peut trouver la ruse ou l'intelligence d'y adjoindre une conjonction de coordination. C'est pas possible. Ces deux concepts, vous avez d'un côté une science. Qu'est le journalisme? C'est une science d'abord. Donc il y a des fondamentaux. Et puis vous avez un concept philosophique qui est le patriotisme. Ce n'est pas parce qu'il y a le substantisme qu'on va y trouver une conjonction de coordination. Je parle sous le contrôle des enseignants qui sont là et j'emprunte au concept d'un de leurs collègues enseignants, Aman Mana, qui dit que le journalisme a 4 activités fondamentales qui sont raconter, révéler, donner la parole et persuader. Pour raconter, vous avez là les gens majeurs, l'enquête, le reportage. Et vous enquêtez, vous faites des reportages sur des choses qui ne plaisent pas toujours. Alors, est-ce que parce que vous avez raconté des choses qui ne plaisent pas toujours que vous êtes pour autant un antipatriote? Je me pose la question. Quand vous révélez, vous mettez sur la place publique des choses qui ont tendance à être cachées par des personnes, vous ne plaisez pas toujours à tout le monde. Quand vous donnez la parole, ça veut dire que ces personnes prennent la parole et forcément disent des choses qui ne plaisent pas à un autre camp. Et enfin, quand vous persuadez, une fois de plus, vous êtes au carrefour d'un fossé parce qu'il y a des gens à qui vous ne ferez probablement pas, à qui vous ne ferez pas plaisir. D'où viendrait-il que, en exerçant un métier qui est une science, que des gens trouvent le vilain plaisir d'estimer que vous n'êtes pas patriote? Une fois que je l'ai dit, ça signifie que pour moi, le concept de journalisme patriotique n'existe pas. Parce qu'un journaliste a une déontologie, c'est-à-dire qu'il exerce selon certains canaux. Dites-moi donc, un sous-préfet qui, dans un régime déclaratif comme le nôtre, interdit une manifestation publique alors que, je parle sous le contrôle des gens qui ont un confort intellectuel plus grand que le mien, que le législateur estime qu'il est interdit d'interdire une réunion publique, une manifestation publique. On peut trouver le moyen de l'interdire puisqu'elle a lieu sur la place publique, mais une réunion publique, il est interdit d'interdire une réunion publique. Mais vous voyez que tous les jours, dans ce pays, vous avez des gens, au seul prétexte qu'ils sont des sous-préfets, dont des administrateurs civils, d'interdire parfois des réunions publiques où il y a des gens qui ont un confort intellectuel largement au-dessus du leur. D'où viendrait-il donc que des gens vont se constituer, estimer qu'eux, ils sont journalistes patriotes, comme pour dire qu'il y en a de l'autre côté qui, eux, ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils auraient révélé, qu'est-ce qui est plus grave? Entre révéler un scandale, et Dieu seul sait que dans ce pays, on en a connu. On dira donc quoi de Mediapart, par exemple? Que c'est un média
antipatriote parce qu'il fait des révélations chaque fois, qui ont parfois créé des scandales, qui ont parfois créé des séismes dans certains gouvernements, qui ont produit parfois des démissions au sein du gouvernement. Or, vous savez, le rôle social extraordinaire que ces médias mènent dans leurs différents... Vous avez convoqué tout à l'heure les situations de guerre, par exemple. Là intervient donc la notion de la responsabilité sociale du journalisme. Et je ne vois pas une personne équilibrée, socialement stable, qui pourrait, en temps de guerre, décider de jouer les pyromanes. Et il a dit tout à l'heure, il disait tout à l'heure, mais Patrick a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a effrayé. Je me suis dit, comme ça va bientôt faire 4 ans que je n'exerce plus le journalisme, qu'il a changé. Il estime, il fait, je vais dire, une bagarre contre le commentaire. Aussi lointain que remontent mes souvenirs, il me semble que le commentaire est un genre journalistique, bien qu'il soit mineur, mais c'est un genre journalistique. Vous n'allez pas estimer que parce qu'on a fait un commentaire tendancieux, alors on cesse d'être patriote. Et il a dit, je termine par là, il parlait tout à l'heure de cette activité épistolaire sur la toile. Mais posons-nous la question. Est-ce que ceux qui mènent cette activité sont à proprement parler des journalistes? Et c'est là où, c'est la dernière phrase, je crois que le moment est venu que dans ce pays, on brise l'omerta, qui consiste à nous poser les vraies questions. Parce qu'on pinaille beaucoup sur le journalisme, mais on parle très peu de la notion de journaliste même. Et je pense que la plupart des problèmes qui minent la profession prennent leur source à partir de là. Qui est journaliste et qui ne l'est pas? Il est important de faire ce débat. Je voudrais que Patrick réexplique sa pensée et puis on verra des situations exceptionnelles. À mon humble avis, je pense qu'on y est. J'ai peur que on continue à faire dans la langue de bois. Même quand il faut parler des sujets aussi sérieux. Ce n'est pas de jouer les intéressants. Quand on parle d'un sujet aussi sérieux, parce que nous avons tous, chaque jour, nous faisons face à ces choses que certains feignent d'ignorer sur ce plateau. Je veux prendre le cas de la crise anglophone, par exemple. Lorsque vous avez des médias, des journalistes, qui sont passés maîtres dans le relais des informations liées par exemple aux sécessionnistes, qui en font pratiquement des sujets entiers et qui n'hésitent pas, par exemple, à fustiger les forces de défense sur ce terrain-là. Et que ça arrive une fois, que ça arrive 2 fois, c'est lorsque les ONG internationales, par exemple, ont fait un rapport qui incrimine le Cameroun. Par exemple, qu'on voit certains monter avec des grands mots pour expliquer sur les plateaux de télévision, moi, je pense que quelque part, ça m'interpelle. Parce qu'à ce moment-là, je ne me situe plus et je ne comprends plus rien de ce qui se passe dans la tête de ces confrères, que je respecte d'ailleurs. On a parlé des lignes éditoriales. Le débat n'est pas de savoir qui connaît le journalisme ou qui ne le connaît pas. Je pense que le débat est de savoir dans quel contexte on exerce le métier de journaliste. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Ça, c'est le b.a.-ba. Nous le connaissons tous. Chacun ici sur ce plateau, peut-être à des niveaux différents, parce que nous avons en face de nous. Et c'est ça qui complique un peu la tâche dans un débat comme celui-ci, que d'être en face des maîtres pour, n'est-ce pas, dire des choses. Oui, finalement, je me sens un peu frustré. Mais je dois quand même exprimer ma pensée, qui est celle de dire que dans ces conditions-là, comme dans le cas de la crise anglophone, qu'est-ce qu'un journaliste responsable doit faire? Lorsqu'on a des gens qui ont des têtes coupées, on a même eu des chaînes de télévision où il y a eu des montages pour démontrer la cruauté de l'armée camerounaise, où des gens sont allés fabriquer des témoins qu'on a amenés sur des plateaux de télévision pour dire des choses dans le but
le seul but de dire que de ce côté-là, tout est noir. Je me demande, est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas parler effectivement d'antipatriotisme? D'accord. Docteur François-Marc Moudjom, et là je vous pose d'abord la question. Patrick qui estime qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation exceptionnelle, il y a la crise anglophone, et là, pris quelques exemples, je pense que tout le monde, on va pas citer les confrères, mais on sait de quelle chaîne il parle. On ne peut pas se chamailler sur ce point, Ernest. Il va de soi que ce que Patrick évoque, ce n'est pas du journalisme. Celui qui se met de connivence avec, j'allais dire, les ennemis de la patrie précisément, ne peut pas être considéré comme journaliste parce que ce n'est pas son rôle. Il évolue dans une association de crimes, de malfaiteurs. Et il doit pouvoir être considéré... Non, écoutez Patrick, le problème... Non, écoutez, on peut se proclamer journaliste et ne pas l'être. On peut se proclamer journaliste et ne pas l'être du tout. Ceux qui font relayer des messages ou des ordres ou je ne sais pas trop quoi de ces criminels ne peuvent pas être considérés et traités comme des journalistes. S'ils le font, ils le font en marge de simplement l'intérêt public, de la morale. On ne peut pas encourager des gens qui appellent à tuer, à égorger des policiers, des militaires, des gendarmes. Ce n'est pas imaginable. Ça ne peut donc pas s'inviter dans un débat de journalistes, dans un débat sur l'exercice de notre métier. Donc, pour moi, le contexte importe relativement peu. Sauf que, docteur François, excusez-moi de vous couper, sauf que ce dont vous parlez exerce dans des médias connus qui ont une Oui, mais ce sont des médias qui sont compromis. On le sait, il y a des intérêts. Mais des médias quand même, professeur. Oui, mais vous savez, c'est des médias, mais on peut être... Vous savez, on a vu des séries à la télévision, il y avait des papes corrompus. Il y avait des évêques pédophiles. Donc, vous savez, il y a la norme et puis il y a donc la manière dont on met tout cela en musique. Pour moi, un journaliste qui fait le type de montage dont Patrick parle, et il a raison, puisqu'on a été tous indignés de voir ces choses-là, ce n'est plus du journalisme. On prend fait et cause pour d'autres causes que la cause professionnelle. C'est ce que moi je peux dire à ce sujet-là. On ne peut pas être et ne pas être, le professeur Jacques Famdongo le dit régulièrement, où on exerce un métier qui a des règles et on respecte les règles de ce métier, on les applique dans l'essence même philosophique du journalisme. Le journalisme émerge pour être un peu le métier de ceux qui n'ont pas la parole. Et on ne peut donc pas exercer ce métier et mettre en application des éléments qui soient totalement en rupture avec les exigences basiques du métier. Xavier Messi, est-ce que cela ne ressort pas également l'interaction entre les médias et le politique? Parce que voyez-vous, aujourd'hui, si on prend l'exemple de Patrick Yalassel, celui de la crise anglophone, il y a bien des politiques qui soutiennent l'action des Ambazoniens entre Oui. parenthèses. Et cela, peut-être que certains médias qui reçoivent des financements parfois, il y a des clivages, ils sont obligés de suivre la ligne politique de ces leaders politiques-là et conséquence se retrouvent dans un journalisme que certains peuvent considérer comme antipatriotique. Mais vous savez, vous avez mis le doigt sur le problème, exactement. Ça veut dire que lorsque le politique se mêle du fonctionnement d'un métier, notamment le journalisme, il ne le fait pas pour rien. Il le fait pour tirer profit de ce qu'il pourrait l'arranger. Ce matin, j'ai fait un papier. Vous savez, le débat que nous sommes en train d'avoir là, dans d'autres sièges, je prends par exemple l'Occident, où il y a une culture très avancée, des rapports entre la politique et le journalisme, ce débat ne devrait pas exister. Il existerait sous une autre forme. Par exemple, le journalisme et les fake news, le journalisme et l'infox. Mais il ne peut pas, il ne pourrait pas, il ne devrait pas, enfin, quand je dis il ne devrait pas, il pourrait pas, il n'existerait pas en toute logique sur le journalisme et le patriotisme. Mais ce n'est pas possible. S'il existe aujourd'hui dans notre pays, c'est parce qu'il y a une manipulation du politique. Il y a la manipulation du politique. De tout bord alors. De tout bord, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, au pouvoir, dans l'opposition, il y a la manipulation du politique. C'est le politique qui tire sur les marrons.
C'est lui qui tire sur les ficelles. Parce que, imaginez-vous, lorsque une association professionnelle, je vais citer encore le REPAC parce que c'est lui qui est d'actualité, organise une marche. Mais si au Cameroun, on avait intégré dans notre mental, culturel, politique, qu'une marche n'est rien d'autre, laisser les gens marcher. Mais puisque la Constitution vous autorise à faire cela, laissez quelqu'un marcher, s'il veut, mais il marche toute une journée, il sera fatigué. Laissez-le marcher. Mais puisque nous n'avons pas une culture de la contestation, nous n'avons pas la culture de la différence, on estime que, tiens, il va marcher, ah bon, il n'est pas patriote, il va marcher, il n'a même pas reçu l'autorisation. Voilà la caricature dans laquelle nous vivons. Et puis, il y a des compatriotes, journalistes même entre guillemets, qui rentrent dans cette manipulation politique et qui soutiennent, avec ou sans argument, ils soutiennent. Mais je veux vous assurer que si le politique qui est en face avait fait le contraire, il serait le même à soutenir. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a certains confrères, même si je mets ça entre guillemets, je ne voudrais pas utiliser une phrase très célèbre de François Macron. Trait d'union. Ouais, je ne veux pas utiliser cette phrase. Je peux vous assurer que j'ai l'habitude de dire que j'ai certains journalistes devant moi qui se comportent comme des moutons. Sous le bâton d'un berger. Il suffit tout simplement que le politique dise oui, il va dire oui. Dès que le politique dit non, mais il va dire non, mais. C'est-à-dire incapable de développer une pensée en fonction de l'environnement, en fonction des objectifs. Vous voyez, ces gens-là, qui ont reçu pourtant des formations solides, mais qui sont comme des moutons, qui ne peuvent pas avoir un développement contradictoire, c'est-à-dire une capacité de discernement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le journaliste, c'est pourtant cela. Et je termine en disant qu'il y a des confrères très valeureux qui ont été dans des grandes écoles de journalisme, mais qui sont sortis un tout petit peu pour faire l'institutionnel. Mais que ces gens-là arrêtent de parler du journalisme. Qu'ils arrêtent de parler du journalisme. C'est une honnêteté professionnelle et intellectuelle. Voilà Armand Okol, qui est en congé du journalisme. Il en parle parce que c'est son métier de formation, mais il ne prend pas des positions qu'il ne sera pas capable de soutenir. Ce n'est pas une honte que de sortir d'un métier et puis d'aller faire autre chose. Ou de faire quelque chose d'à peu près équivalent de comptable. Je vais dire qu'un journaliste formé dans une école prestigieuse, lorsqu'il rentre dans l'institutionnel, qu'il arrête de parler du journalisme, qu'il regarde les journalistes professionnels qui sont au four et au moulin tous les jours et qu'on les combatte dans ce domaine-là. De quel droit il parle du journalisme alors qu'il a déserté pour aller faire l'institutionnel? Moi, je pense qu'il y a là un problème d'honnêteté. Tout à l'heure, j'étais à une conférence à l'ESTIC, quelqu'un nous a dit sur le panel, il a dit, arrêtons de parler il a utilisé le mot, il a dit, je préfère qu'on parle d'honnêteté plutôt que de... Non, pas d'honnêteté. Parlons d'objectivité. Arrêtons de parler de l'objectivité, parlons de l'honnêteté. Et je pense que je suis rentré de là avec ce concept que j'épouse, j'en fais mien. Il faut que les gens soient suffisamment honnêtes. Je ne parlerai jamais de la médecine quelque part. Jamais. Même si j'ai eu une formation de médecin à partir du moment où... Regardez le nombre de médecins qui sont des ministres en Europe, par exemple. Le nombre de médecins. C'est à peine si vous savez qu'ils sont médecins. Ils sont politiques, ils parlent politique. Lorsque les médecins parlent des problèmes dans les laboratoires, dans les facultés, enfin, dans leurs officines, ils s'abstiennent, ils se taisent. Il faut que cela soit partagé. Je ne pense pas, parce que le journalisme est un métier ouvert, les gens qui l'ont déserté ou qui ont trouvé qu'ils peuvent avoir mieux ailleurs, continuent de parler de ce métier comme si c'était le leur. En donnant des leçons. En donnant des leçons. Alors, d'abord, on revient voir Armand Okol avant de passer la parole aux autres. Est-ce que, c'est vrai, on connaît Patrick Eya, il est diplômé de l'ESTIC, il a travaillé à Canal 2. Est-ce que certains ne se cachent pas derrière le patriotisme pour peut-être, passez-moi l'expression, cacher un déficit de formation parfois, peut-être cacher le manque même de connaissance du métier? Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu le document dont vous parlez, la liste des médias qui ont publié
du moins qui sont contre le REPAC. Bon, je ne veux pas indexer les confrères, mais vous voyez que même Patrick, ça vous amuse, ça vous amuse un peu. C'est l'image. également un regroupement de directeurs de publication. Sérieux, je présume. Bon, sérieux, là, c'est déjà autre voilà, chose. parce que quand moi, je suis parfois étonné de voir, quand je regarde la revue de la presse, on se rend compte qu'il y a pratiquement une quinzaine de publications qui ont le même titre. On a l'impression que tout s'est passé dans une même salle. Et l'impression que... Les mêmes financiers, donc il est normal que... L'impression que... Les les mêmes financiers, je ne sais pas. L'impression que c'est des gars, c'est qu'il y a... Je sais de quoi je parle. Il y a quand même une manipulation derrière. Et la raison régulièrement évoquée, c'est que vous êtes des patriotes. Des ministres qui deviennent, des ministres, des hauts responsables qui deviennent des rédacteurs en charge de plusieurs publications à la fois. Tout à l'heure, quand j'ai suggéré qu'on fasse le vrai débat et qu'on se pose les vraies questions, j'ai eu le sentiment d'être en minorité. Mais vous voyez que l'aîné Xavier Messier a mis le pied dans l'étrier. Dites-moi un peu, vous connaissez l'ordre des pharmaciens? Vous connaissez l'ordre des médecins? Vous connaissez l'ordre des avocats? Vous connaissez l'ordre des huissiers? Vous connaissez l'ordre des architectes? Des ingénieurs du génie civil et tout ça. Dites-moi un peu. Quel est ce métier que tout le monde peut pratiquer quand et comme il veut? J'ai parlé des ordres tout à l'heure. Pourquoi? Ce sont des patriotes. Pourquoi j'ai parlé des ordres? Je reviens sur l'ordre des avocats, l'ordre des huissiers, l'ordre des notaires. C'est des diplômés d'abord. Ils ont fait le droit. Ils ont appris le droit. Ils ont les fondamentaux du droit. Il y en a qui sont docteurs en droit. Mais jamais, juste parce qu'ils sont docteurs en droit, au quartier, ils ne se prévalent d'être huissiers, avocats, notaires. Ils vont apprendre un métier, celui d'avocat. Et là-bas, d'ailleurs, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a deux tamis. Il y a un tamis à l'entrée et il y a un tamis à la sortie. Le journalisme est le seul métier au monde qu'on pratique... Au Cameroun surtout. Hein. Si vous voulez. On dit qu'on est citoyen du monde désormais. C'est pour ça que j'ai tendance à croire. J'ai la faiblesse de croire que parce que je suis camerounais, et je suis citoyen du monde. Tu es patriote. Moi, je vous dis, croyez-moi, aussi bien quand j'exerçais sans le talent de vous autres, le journalisme, que depuis que je fais mes classes en politique, pour moi, le concept de patriotisme ne renvoie à rien. Si vous voulez que je vous le dise. Ça ne renvoie à rien. Surtout dès que vous essayez de le cloîtrer en estimant que vous êtes patriote parce que vous ne dénoncez pas. Ceux qui dénoncent ne sont pas patriotes. La grande question qu'il faut se poser réside là-dessus. Alors, si, parce qu'on est docteur en droit, on n'est pour autant pas avocat. On est avocat que parce qu'on a appris le métier, qu'on a fait un concours et que désormais on est assujetti à ce titre, organisé, j'ai failli dire organisons, et heureusement que je me suis rappelé que Xavier Messier demande que nous autres qui avons pris la mise en disponibilité, on n'en parle plus. Mais comme j'ai été admis d'en parler parce que j'ai quand même appris ce métier et que je l'ai minimalement pratiqué, je pense que plus que jamais, il est urgent. C'est même une urgence fondamentale qu'on réorganise la profession. D'accord, il nous reste très peu de temps, allez-y. Je sors d'une conférence à l'ESTIC. Alain Bélibe a été interpellé par une journaliste qui travaille à Cameroun qui s'appelle Janine Fankam. Je peux les citer parce que c'est des bons propos. Janine Fankam a pris la parole. Lorsque un journaliste de langue anglaise a parlé avec émoi, n'est-ce pas, de cette infiltration, cette pénétration dans le métier de journaliste, Janine Fankam s'est levée. Elle a demandé la parole. Elle a dit, vous les aînés, vous qui êtes là,
qu'est-ce que vous allez nous laisser? Cette profession infiltrée, prostituée, que vous allez laisser aux jeunes? Faites quelque chose. Alain Bédibi, prenant la même émotion que Janine, a dit il est temps qu'on tamise l'accès à la profession. Je vais aller dans le même. Il a dit, il faut qu'on tamise. Ça veut dire que, vous savez, le politique a organisé vraiment, je vais utiliser un mot peut-être qui n'est pas celui-là, mais le politique a organisé le désordre dans la profession. Pour s'en servir. Les États généraux. François Marc disait tout à l'heure, c'est peut-être toi qui as dit, que les mêmes, on voit dans la semaine certains journaux qui titrent exactement de la même manière. Parce qu'ils sont allés chercher les financements aux mêmes origines. et je pense que le politique qui a organisé ça fait de la manipulation et il s'en sert. Imaginez-vous un seul instant que les journalistes constituent une force qui peut déstabiliser un ministre qui n'a pas bien fait son travail. Les pouvoirs publics auront peur. Il est donc question de laisser le métier s'infiltrer à la fois des flibustiers, à la fois des aventuriers, à la fois de tout ce monde-là, pour qu'on dise voilà comment ils sont. D'accord. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il nous reste très peu de temps. C'est le docteur François Marc qui va conclure. Allez-y rapidement pour les coups, François. Moins de 30 secondes. Non, c'est parce que vous comprenez bien que chaque fois qu'on parle du politique, je me sens quelque peu interpellé, même si je ne suis pas encore à la proposition du PCRN. Non, absolument pas. Je ne vais pas vous imposer ça. Je ne vais pas vous l'imposer aujourd'hui. Non, mais vous m'avez admis. Vous m'avez admis parce que je suis on vous a coopté. Je suis mise à disposition. Non, moi ce que je veux dire, partout dans le monde, le politique, encore que je vous remercie sur ce plateau pour je veux dire que pour l'utilisation du vocable. Ailleurs, vous entendez parler des entrepreneurs politiques en termes de politiciens. J'ai jamais compris ce que ça veut dire. Il faut que les gens sachent aussi que la politique est un métier et que ceux qui pratiquent ce métier de l'entrepreneuriat s'appelle les politiques. Ce que je veux dire, c'est que partout dans le monde, les politiques chercheront toujours à influencer. Mais c'est justement à une profession d'éviter de se faire attaquer. Même le système des globules rouges et des globules blancs. On préconise parfois de développer vous-même votre système immunitaire pour ne pas vous faire attaquer. Il appartient donc au métier de s'organiser. Et je termine par là. Évidemment, il y a une batterie de mesures qui vont dans la réorganisation. La viabilité des médias, on peut également en parler. Mais je dis, tant que le métier va prêter le flanc à toutes sortes d'attaques, évidemment, les attaques vont arriver. Il lui appartient de s'organiser. Mais dites-moi, pour quelle raison est-ce que on ne décide pas que dans ce pays, désormais, pour être journaliste, il faut avoir minimum Bac plus 3. C'est le strict minimum pour moi, parce qu'il faut être cultivé et il faut être diplômé. Pourquoi est-ce que ça gêne les gens qu'on en parle? D'accord, Patrick, on va sortir. Oui, je pense à la suite de Armand que les États généraux sur la communication avaient d'ailleurs défini qui est journaliste au Cameroun. Ça m'a laissé dans un flou total parce qu'on a l'impression que c'est un véritable fourre-tout où on ne comprend plus exactement où on va. Je voudrais tout simplement revenir sur la notion de patriotisme et de journalisme pour dire qu'il ne faut pas qu'on comprenne ça comme si c'était des termes qu'on voulait faire affronter. Je voudrais faire dire que lorsque je sors de l'ESTIC, je fais un travail parce que je constate à l'époque qu'il y a certains journaux qui étaient carrément en face du pouvoir, du régime. Et je suis attiré par un journal privé qui s'appelait Le Patriote à l'époque, parce que j'ai présenté une monographie sur l'exemple d'un journal privé pro-gouvernemental. On a
l'impression souvent que quand on dit la presse privée, c'est une presse qui se situe toujours en face des institutions qui font toujours dans la critique. Ce qui avait attiré mon attention, c'est que ce journal-là, Le Patriote, était différent des autres. Ses titres n'étaient pas très loin des titres de Cameroun Tribune, où on a toujours des choses qui semblent être conciliantes vis-à-vis du pouvoir en place. Donc, c'est de là que j'ai été façonné à cette idée selon laquelle on peut bien faire du journalisme sans faire dans la critique pour la critique, parce qu'on se rend bien compte que pour beaucoup de journaux, quand on dit qu'on a un journal... Est-ce que ce n'est pas le choix éditorial? C'est des choix éditoriaux. Il faut donc aussi qu'on accepte qu'un journal puisse aussi avoir un choix éditorial qui l'amène de ce côté-là. Dans le patriotisme. Dans le patriotisme, pourquoi pas? S'il vous plaît. Commune ne crée pas le droit. Non, je n'ai pas dit que la faute... C'est compris, c'est compris. Je pense qu'on dis va... qu'il faut aussi l'accepter. Vous pensez, Patrick, qu'un journal qui ne parle que de ce qui est bien, c'est le patriotisme? Pas de ce qui est bien. Un journal qui ne parle que de ce qui Qui ne présente que des faits. Les faits sont sacrés en journalisme. Oui. Et pour le Patriote, c'était le cas. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon. On dirait la même chose de Le Cameroun. Patriote, c'était un journal de combat. Qu'est-ce qu'on dirait de Cameroun? C'était pas un journal au sens premier. Qu'est-ce qu'on dirait de Cameroun? On dit à l'école que c'était le journal des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on dirait de Cameroun Tribune? C'est le journal des bonnes nouvelles. Écoutez, Patrick, quand vous êtes on dit peut-être Cameroun un peu jeune. Je pense on se dit que le Cameroun, c'est le meilleur des pays. Vous êtes peut-être un peu jeune, Patrick. C'est compris. Mais laissez-moi vous dire que la rédaction du Patriote, c'était dans la résidence d'un membre du gouvernement. Et qu'aucun article du Patriote n'avait une intention professionnelle. Je sais très bien, enfin... C'était des patriotes alors? On pourrait... Oui, c'était des... C'était des combattants. C'était des combattants. Il ne faut pas être naïf, Ernest, je le dis, à la suite de Patrick, il ne faut pas être naïf dans l'observation de ce qui se passe dans notre métier. D'abord, les politiques n'ont aucun intérêt à nous laisser nous organiser. Tout à fait. J'étais le rapporteur, à l'époque, pendant les derniers états généraux, de la communication de la sous-commission, chargée d'écrire les passages sur les conditionnalités pour exercer le métier de journaliste. Et je me souviens très bien avoir eu une prise de bec, on peut le dire ainsi, avec un membre du gouvernement qui nous a dit « ça ne va pas se passer comme ça ». Et on a bien vu le lendemain qu'il avait pris le contrôle des choses, il a convoqué un certain nombre de personnes, et puis lorsqu'on est sorti de là, en réalité, c'est ceux qui combattaient le fait, et je me souviens que le ministre Pham Ndongo, avant la clôture des travaux, c'est quasiment, on va pas dire chamaillé, c'est un homme d'une grande élégance, mais il a dit, mais vous dites qu'il faut privilégier le talent, mais c'est quoi le talent? On mesure le talent comment? Et puis on s'est retrouvé dans une affaire où, au sortir des états généraux, c'est ceux qui combattaient le fait que l'on organise le métier qui ont pris le pouvoir. Regardez qui a été nommé peu après président de la commission de la carte de presse, c'est-à-dire un monsieur qui avait donc tout intérêt à distribuer la carte de presse à la racaille, connue. Alors, vous voulez que... La preuve, sans vous interrompre, c'est que la carte de presse numéro 1 a été attribué, non pas un journaliste, mais un comédien. Vous vous rendez compte? Ok, voilà. C'est vrai que je voulais... on va poser la dernière question au docteur François-Marc Moudjom après. Le réalisateur nous signale qu'on est au-delà du temps. On prend le portrait de Pascal Mbuyaba et derrière, on va accueillir Eris Kanga. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. D'abord, les grandes lignes de cette édition. Rigueur, professionnalisme, humilité et discipline sont des valeurs qui ont caractérisé jusqu'à son dernier souffle Pascal Mbuyaba. Même si la mort, cette nébuleuse, a eu raison de cette incommensurable plume du micro, il faut néanmoins retenir que le journaliste émérite, étant ce 2 mai, à l'âge de 67 ans, a laissé une empreinte indélébile dans le monde des médias camerounais. Présentateur attitré du journal Parler de 13h, Pascal Mbuyaba a consacré toute sa carrière professionnelle au poste national. Avec une écriture raffinée et un timbre vocal particulier, le natif d'Nkonda, dans l'arrondissement des Ceux, fait partie des hommes des médias qui ont longtemps inspiré
la jeune génération. Véritable pilier de la radio au Cameroun, après un break avec le monde médiatique, il avait été rappelé en 2017 par l'actuel directeur général de la CRTV pour sauver l'éducation à l'agonie dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à travers le programme Radio des Icônes, en prélude à la rentrée des programmes au poste national. C'est dans son centre natal, au village Nkonda, dans l'arrondissement de ce département de la Moufou et Afamba, qu'il a consacré une autre partie de son existence. Il couvait sa retraite en s'activant à l'agriculture. Propriétaire des champs de cacao, ses productions annuelles n'étaient pas des moindres. Au-delà de ses casquettes, Pascal Mbeaba fut enseignant de français. Il a moulé de nombreux Camerounais au collège Sacré-Cœur de Macaque, dans le département d'Union Ekele. Fervent chrétien et choriste distingué, sa voix emblématique qu'il avait propulsée au firmament sera à jamais l'une des meilleures cordes vocales à l'Office des radiodiffusions du Cameroun. Je pense personnellement que l'expérience en valait la peine, elle est bonne. Maintenant, il faut que nous tous, nous sachions en tirer profit, notamment les jeunes que vous êtes. Ah, les belles voix de la radio publique camerounaise qui nous ont bercé. Pascal Mbeaba, Marie-Françoise Yolo, elle est toujours là. Marie-Françoise, merci beaucoup. Heureusement qu'elle est toujours là. François Marc, on se contente de quelques apparitions dans le micro majeur. Je me demande bien pourquoi à la CRTV on dispatche, on enlève les voix qui comptent. Elles auraient dû rester... on peut faire autre chose ailleurs. Et depuis 6 ans, je m'occupe à former des jeunes et je ne pense pas que ce soit si inutile. Ok, d'accord, si vous dites. Alors, on va accueillir Janice Kamga, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. On va faire le point du fact-checking du jour. On a 3 infos à vérifier dans le Nord-Ouest et puis Joseph Espoir et Billon. Et la dernière info, on ira à Fumbot pour savoir concrètement ce qui s'est passé. Alors, il y a une photo qui circule sur la toile, 19 Mbororo froidement assassiné par les Amba Boys. C'est une info ou c'est un fake? Il s'agit d'un fake news, Ernest Obamal. On a assisté hier à la circulation virale de ces images sanglantes et d'une rare violence sur la toile. Les images sont donc associées, à ces images était donc associé un message. Attention, images choquantes. Les images qui vont suivre sont horribles. Je veux que vous gagniez davantage en maturité pour apprécier jusqu'où va présentement l'horreur et la dangerosité des Amba Boys au pays. Aujourd'hui, les pauvres Fulani ont été massacrés par les Amba Boys au nord-est. Voilà donc le message qui accompagnait ces images horribles. Et donc, il s'agissait du massacre d'une dizaine de femmes et enfants camerounais qui étaient donc associés à des séparatistes. Seulement, un tour sur le moteur de recherche Google permet d'abord de tomber sur un article de la presse du site de la chaîne d'information TV5 Monde, situant les faits au sud-est du Nigeria et non au nord-ouest Cameroun. Jeudi, le 29 avril 2021, c'est une enquête du journal Daily Trust qui confirme le lieu et les circonstances de la survenue de ce massacre. Il s'agit donc d'un journal nigérian. Et dans cette interview, Alhaji Suleiman Yakubu, président national de l'association des Fulani au Nigeria, raconte le calvaire des populations autochtones dans le pays et comment ces 19 membres de sa communauté ont récemment été tués par des militants membres d'une association du Biafra. Dans le village nommé Okpomachi, c'est dans l'état d'Anambra. Des informations qui seront donc corroborées par ce communiqué du gouverneur de la région du Nord-Ouest porté à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. C'était le 1er mai dernier. Il s'agit d'un démenti authentique et formel dans lequel l'autorité affirme que non seulement les treillis arborés sur les photos ne correspondent pas aux uniformes de l'armée camerounaise, mais il condamne et dénonce la manipulation sur les médias sociaux d'individus aux agendas cachés dont l'intention est de créer la panique et le chaos au Cameroun. C'est pas passé au Cameroun alors? Non, du tout. Joseph Espoir Billon vient de démissionner du PCRN. Vrai ou faux?
C'est une information vraie jusqu'ici. Il n'avait pas été limogé au départ, là. Je pense qu'il avait été... on ne l'a pas exclu du parti? Non, il n'était pas exclu. Allez-y. Voilà. Donc c'est une information vraie jusqu'ici, une information qui a abondamment circulé dans les forats politiques cette fin de soirée. On cite donc la teneur de ce message. À partir de ce lundi 3 mai 2021, je démissionne définitivement du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Des propos attribués donc à Joseph Espoir Billon, militant PCRN, qui ont fait naître un flot d'interrogations sur les réseaux sociaux. Pour vérifier cette information, un tour sur la page officielle de l'adjoint au maire de la commune de Douala 5e révèle effectivement qu'il a posté ce message sur sa page il y a 6 heures seulement. Le message n'est pas assorti d'une lettre de démission formelle, mais des sources proches du concerné affirment que depuis les dernières élections régionales, Joseph Espoir Billon a manifesté explicitement ses désaccords avec le parti qu'il a hissé au rang de maire. Selon ces mêmes sources, il préférerait défendre ce qu'il estime juste au grand dam de ses proches camarades politiques. Aucune réaction pour l'instant de la part du président national du PCRN, Cabral Libi. Et naturellement, c'est une information que nous allons suivre dans nos prochaines éditions de l'information. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé à Fumbo ce matin? Les vidéos circulent sur la toile. Je crois que c'est le palais de justice de Fumbo qui aurait été incendié. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. En début de matinée, on a eu ces images du palais de justice de Fumbo embrasé, en flammes. On a pu voir ces images où il y avait d'énormes flammes qui montaient effectivement de ce palais de justice. Là, on parle du tribunal de première instance. À l'origine, on parle d'un détenu. Il serait vendeur de médicaments sur le trottoir. Il était donc incarcéré et malade. Il a sollicité avoir une assistance médicale, mais il s'est vu opposé par le procureur de la République une fin de non-recevoir. C'est ainsi qu'il décède. Et donc, lorsque la dépouille du nommé Jean-Louis, parce que on n'a pas son patronyme, mais on sait qu'il s'appelle Jean-Louis, a été remis à sa famille. La famille a donc affiché son courroux et elle a été suivie dans ce mouvement-là par les populations de la localité de Fumbo. C'est à l'ouest Cameroun. S'en est suivi des échauffourées. Les populations ont mis à feu le tribunal de première instance et ces émeutes-là se sont poursuivies dans la rue où le corps du jeune homme a été exposé. Et en fin de soirée, le bilan était donc de 2 morts et 5 blessés graves si l'on s'en tient aux révélations faites par notre correspondante à l'ouest. Elle s'appelle Flore Kenyé. On suivra donc de près cette affaire. Je me suis posé une question de savoir si tous les dossiers sont brûlés, qu'est-ce qu'on fait? On va libérer tout le monde. Ce sera sorti, on repart au commissariat pour reprendre les archives là-bas. Yanis Kamga, nommé rédacteur en chef adjoint de BNews, c'est vrai ou pas? Pour l'instant, il s'agit d'un fake news. Non, c'est pas un fake news, c'est vrai. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le programme. On va remercier ceux qui étaient avec nous. Xavier Messier, on vous dit infiniment merci d'être toujours là. Merci au docteur François-Marc Modjom. Armand Ocol, vous voulez dire, c'est terminé là, Armand? Juste un sur mot monsieur Billon. D'abord, le président ne réagit pas s'il y a démission ou qu'il n'y ait pas démission. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si ça s'avère, et elle fait bien, d'ailleurs je vous félicite madame pour la qualité de votre rendu, si ça s'avère, il faut que ça s'avère par une lettre de démission qui va signer. Et quand bien même ce serait le cas, croyez-moi, il faudra ranger ça simplement dans le cadre de la vitalité d'un parti politique. Et le PCRN ne se sent pas tenu. Non, vous condamniez tout à l'heure le fait que le PCRN... Paul Biya tarde à... j'ai dit, il ne lui appartient pas. Il y a un responsable de la communication du parti. Que je suis d'abord. Quand le président Paul Biya ne parle pas, il y a des gens qui parlent. Pourquoi vouliez-vous faire... Mais ce que je veux dire en 10 secondes, c'est que une formation politique, et le PCN en l'occurrence, se comporte et se considère comme un train qui quitte une gare pour une autre, qui embarque des passagers au départ, qui dépose des passagers à certaines gares, qui embarque d'autres passagers, et à l'arrivée, rien n'indique que
les passagers qui débarquent sont ceux qui étaient au L'arrivée dans 100 ans. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le programme. On dit infiniment merci à Verdun Côté, toute l'équipe de production. Merci à Patrick Eya qui était avec nous ce soir pour éclairer nos téléspectateurs. On va encore une fois de plus souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Yves Ayolo qui a eu 1 an depuis ce jour. On vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de BNews 1. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Bien le bonsoir.